Alors, ça n'est jamais facile de savoir sur quoi assurer sa veille. Est-ce qu'il s'agit d'aller vers ce qu'on aime, ce qu'on a envie de toucher, parce que c'est tentant, ça fait plaisir, comme Svelte, comme Astro, comme Quick, ou bien de cibler ce qui va rapporter assez vite en termes soit de CDI, soit de mission freelance. Dans le passé, j'ai beaucoup joué à vouloir essayer de détecter les vagues avant qu'elles montent, au moment où elles montaient. C'est ce qui m'avait poussé à investir beaucoup sur les PWA. Maintenant, on voit que les PWA, ça n'a pas franchement pris autant que ça aurait pu. Pourtant, sur le papier, c'était vraiment génial parce que vous dépendez plus des stores comme le Google, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, le Google Play et l'App Store. Vous pouviez créer une application et ensuite, grâce au service worker, elle pouvait être ouverte depuis un device sur tout l'écran, elle pouvait recevoir des push notifications, elle pouvait marcher offline. Vraiment, sur le papier, c'était génial, et pas que sur le papier, même concrètement. Je me rappelle, à la fin d'une formation, j'avais montré à des gens que je formais comment déployer, c'était une application Svelte en l'occurrence, avec Sapper, maintenant ce serait SvelteKit. Et c'est vrai que vous voyez la réaction sur les visages quand on voit que tout d'un coup, l'application elle marche presque aussi bien qu'une application native sans être obligé de passer par les stores, c'est génial. Le fait est que ça n'a pas l'air de prendre autant que prévu. Ensuite, je m'étais beaucoup intéressé, c'était à la même époque, aux Web Components, de nouveau en me disant ça c'est les frameworks, c'est bien les frameworks et les librairies, mais ça vous oblige quand vous passez d'un projet à l'autre qui utilise une techno ou une autre, de recommencer, d'en refaire les développements, développer des composants que vous aviez déjà fait dans une autre techno, et Web Components ça veut l'air d'être la solution. Alors là, c'est un peu bizarre ce qui est en train de passer. On a l'impression que les Web Components sont en train de revenir. Dites-moi si vous en servez en poste ou vous-même personnellement. Parce que j'ai l'impression que ça bouge de nouveau. C'est assez étrange quand les choses reviennent. À propos de revenants, j'ai pu voir notamment chez un client, le même que celui qui utilise Svelte. Donc ils sont très sur la vague. En même temps, ils peuvent utiliser des technos qui depuis 4-5 ans sont plus sur la vague, mais qui correspondent à leurs besoins. Et Meteor, c'est toujours un plaisir. Je me suis amusé à rejouer avec en 2022. Et quand vous connaissez un framework front, qu'il s'agisse de React, Angular ou Vue, ou simplement leur petit framework maison qui est en front, dont j'ai bouffé le nom, et ensuite vous vous retrouvez à utiliser en base de données MongoDB, on est nombreux à utiliser, à aimer, et avoir un back-end Node, et finalement se retrouver avec les technos auxquels on est habitué à pouvoir faire des applications très facilement, et notamment avec cet optimistic, j'ai bouffé le terme également, et la possibilité de pouvoir faire immédiatement des modifications, et si les modifications ne fonctionnent pas finalement au bout du compte, il y aura un rollback. Bon, c'était très bien pensé, Meteor. D'ailleurs, Evan You, le créateur de Vue, avait travaillé avec l'équipe de Meteor au tout début. Donc c'est peut-être pas un hasard non plus, il y avait des développeurs brillants sur ce projet. Même si maintenant on voit que ce sont des stacks, il y a des stacks maintenant qui ont remplacé Meteor, qui ont s'inspiré de Meteor, que ce soit la MinStack, Mongo Express Angular Node, ou Mongo Express Nest.js, Mongo Express Angular Nest.js, ou la MernStack, Mongo Express React Node. Ça reste des technos qui font plaisir, mais on en revient toujours sur cette question, est-ce qu'il faut aller vers des stacks, des technos qui nous font plaisir parce que il y a certaines choses qui nous lassent dans les technos qu'on utilise tous les jours, ou c'est simplement l'attrait de la nouveauté. Donc il y a toujours cette tension entre ce qui est sûr et de toute façon ce qui paye bien, parce que c'est ce qui est le plus utilisé par les entreprises. Alors, j'ai pu voir par exemple cet été en mission, le propriétaire de la boîte lui s'en fichait par exemple de Node serait s'il y avait le temps, et par contre il s'intéressait beaucoup plus à écrire de la doc pour ses composants, pour des utilisateurs de PHP par exemple, ou Java. Vous voyez des choses qui sont anciennes et très pérennes. Et d'un autre côté, il s'intéressait en même temps à Solid.js. Donc il y a toujours cette tension. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, ce que vous aimeriez utiliser en 2023, ou ce qui vous tenterait. En fait, c'est presque une question de survie. On passe beaucoup de temps et d'énergie parfois à faire de la veille, sans être certain qu'on mise sur le bon cheval. Et c'est ce qui avait causé... Il y a quelques années, on parlait de JavaScript fatigue, on n'entend plus trop parler aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a peut-être beaucoup moins de frameworks qui se bousculent au portillon, et que maintenant, beaucoup de choses ont l'air de se jouer sur les outils, que ce soit comme Vite par exemple, qui est énormément utilisé. Moi, je sais que je l'utilise maintenant quand je dois créer un nouveau projet React, j'utilise Vite pour générer mon nouveau projet, et
pour avoir un petit serveur de dev, pour tout ce qui est Hot Module HTML, Hot Module Replacement. Et même quand je fais des projets Vanilla JavaScript ou Vanilla TypeScript, c'est vraiment ce que j'utilise maintenant principalement. En 2022, j'ai beaucoup joué aussi avec Remix tout simplement parce que derrière les créateurs de Remix, en fait, il y a les excellents développeurs de React Router qui se trouvent être Ryan Florence et Michael Jackson. Donc ils ont créé Remix, c'est vraiment un framework excellent parce que comme eux ont créé React Router qui est très très bien fait, très convivial, je me doutais qu'avec Remix, qui est en fait un concurrent de Next.js, qui vous permet de créer des applications full stack en ayant React en front et en back, d'avoir un backend qui vous permet de bénéficier du server-side rendering notamment, donc de pouvoir générer pendant la compilation du HTML, CSS et JavaScript, dans certains cas du HTML pur. Enfin bref, il y a plusieurs façons de pouvoir développer comme un peu avec. En fait, c'est un gros concurrent de Next.js, et notamment 13 si on voulait voir la chose. Mais de nouveau, même si j'ai plutôt le coup de cœur pour Remix, en même temps, on sait que, on le voit en nombre d'offres de missions et d'offres de CDI, et on se doute bien que c'est Next.js qui aura sans doute encore une bonne longueur d'avance pour un certain temps. Donc comment est-ce que vous gérez cette tension entre ce que vous avez envie de bosser? Par exemple, moi, je sais qu'en front, Svelte.js de longue date est un peu mon chouchou, mais je vois bien qu'à part une mission que j'ai pu faire il y a 2 ans déjà, en Svelte, il n'y a quasiment rien comme mission et CDI Svelte. Donc c'est ce qui me retient d'y retourner, même si régulièrement j'ai envie juste de me rafraîchir la mémoire. Maintenant, il y a SvelteKit qui m'a retenté côté Svelte pour en remplacement de Sapper. Donc, comment est-ce que vous gérez cette opposition entre ce que vous avez envie de travailler, ce que vous avez envie de découvrir, et la vache à lait des entreprises qui se trouvent être des technos un peu plus anciennes? Pour 2023, en tout cas en 2022, j'ai commencé notamment sur React. J'ai transitionné de plus en plus. C'est peut-être pas un joli verbe, transitionner. Je vais passer de plus en plus en 2022 sur React, tout simplement, parce que il y a des signaux faibles sur Angular qui m'inquiètent un peu. Il y a beaucoup de gens que je suis de longue date sur Angular qui sont partis de Google, donc qui est l'entreprise derrière Angular. Et il y a eu, y compris le créateur, en tout cas le lead développeur ou l'architecte principal, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais en tout cas le créateur, c'est certain, d'Angular qui est même parti faire Quick. Donc ça fait des signaux faibles qui sont un peu inquiétants, même si en France, Suisse, Belgique, notamment dans les grands comptes, on sait que Angular est très solide. Il n'y a pas de crainte à avoir au niveau de sa disparition. Mais ouais, moi ça m'inquiète un peu parce que Google dans le passé n'a jamais hésité à débrancher un projet quand l'envie leur passait. Donc finalement, le fait qu'ils aient totalement raté la marche du passage d'AngularJS à Angular 2, et pas du tout du point de vue technique, c'est Angular 2 et plus, est bien plus agréable à utiliser qu'AngularJS, mais ils ont changé tout ce qu'on était habitué. Donc c'était déjà le framework qui avait la courbe d'apprentissage la plus compliquée. Et une fois que vous étiez enfin habitué à toutes les spécificités d'AngularJS, boum, c'est devenu Angular tout court, avec tout ce à quoi vous étiez habitué, presque qui avait disparu. Mais au moins, ça avait permis de s'habituer à TypeScript, d'où la transition avec TypeScript. En 2022, j'ai de plus en plus utilisé TypeScript avec React. Et la transition est beaucoup moins intuitive que ce qu'on pourrait penser quand on vient d'Angular. Mais bon, après quelques semaines d'utilisation de TypeScript, on s'y fait bien. Et donc TypeScript, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'on peut miser en 2023 sans souci. Ce qui est assez plaisant avec TypeScript, on perd un peu de temps à typer fortement tout ce qu'on a à typer fortement. On est un peu plus poussé par notamment l'intelligence de Visual Studio Code à typer des choses fortement. Parfois les types sont pas franchement intuitifs, mais bon. Donc si je vais citer un premier point sur lequel je continuerai à passer du temps en disant que ça, c'est quelque chose qui peut payer immédiatement, c'est TypeScript. Alors ça fait toujours sourire quand on vient notamment d'un langage fortement typé. Moi je venais de C#, donc le fait que les choses soient fortement typées, ça n'a pas été compliqué à faire comme transition. Quand on vient de JavaScript, où tout est assez permissif, justement ça permet d'aller très vite, d'aller plus vite. Mais d'un autre côté, quand on est sur des projets plus complexes, on est moins aidé et puis on peut parfois se tirer des balles dans le pied. Donc TypeScript, c'est bien quelque chose sur lequel je vais continuer à miser en 2023. Donc pour 2023, j'ai l'impression que les choses se calment un peu, enfin depuis quelques années déjà sur les frameworks front, on a l'impression qu'il en sort moins souvent, que maintenant la bataille fait plutôt rage sur les outils, comme je disais, des outils tels que
Vite.js, tels que TurboPack. Et derrière ces outils, il y a souvent Rust. Et Rust, je m'étais intéressé à Rust en 2021. J'avais passé même une bonne centaine d'heures apprenant le langage, parce qu'il m'intéressait, il allait au-delà de certaines contradictions. Par exemple, moi je viens du C#, où il y avait un garbage collector, donc c'était pas à moi de gérer la mémoire, qu'il s'agit d'allouer de la mémoire ou de la libérer. Et bon, pour avoir été en poste souvent avec des développeurs C++, ils me parlaient de la puissance du C++, notamment le fait qu'il y avait du multi-héritage et du fait que on pouvait gérer au plus près tout ce qui était performance, notamment via la mémoire. Là où parfois vous pouvez avoir des bugs étranges à cause du garbage collector, où tout d'un coup vous avez des applications qui se mettent à ramer parce que vous pouvez jamais contrôler le moment où le garbage collector va libérer de la mémoire, contrairement aux développeurs C++, ceux qui savent clairement à quel moment les choses arrivent. Rust, un peu comme Svelte, à sa façon, au niveau des frameworks, qui lui a réussi à régler un problème de manière originale. Bon, le problème que Svelte a réglé, c'est comment faire en sorte de ne pas alourdir le poids de vos livrables avec une librairie, sachant que la librairie n'existe qu'au moment où vous codez, et quand vous compilez, vous débarrassez de la librairie. Donc c'était très, très ingénieux. Bah là, avec Rust, c'est un peu cette logique astucieuse qui consiste à avoir un langage qui permet d'accéder à la mémoire, mais en même temps de ne pas avoir à gérer vous-même la libération de la mémoire, et sans risque d'ententer des doubles désallocations. Enfin bref, c'est quelque chose de très ingénieux, mais je me suis arrêté au niveau de Rust en me disant je suis pas le genre de dev qui est ciblé par Rust, c'est plutôt des développeurs C++, à qui on demandera, je suppose, dites-moi si vous pratiquez Rust ou C++, si vous le percevez comme ça, que ce serait plutôt des développeurs C++ à qui on demandera soit de réécrire des applis en C++, de C++ vers Rust, ou de commencer ab initio des projets qu'ils auraient commencé en C++ et de les commencer en Rust. WebAssembly, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, vous pouvez y accéder, je vois qu'elle recommence à avoir des vues, donc il semblerait que tout ce qui est WebAssembly, ça bouge. Et tout simplement parce qu'avec WebAssembly, vous pouvez compiler vers du WebAssembly, donc vers des extensions de WASM, ce qui vous permet de pouvoir utiliser ces composants-là dans votre navigateur. Là où, jusqu'il y a peu de temps, on pouvait utiliser dans son navigateur que JavaScript. Et de nouveau, j'ai l'impression que pour tout ce qui tourne autour de WebAssembly, par exemple, vous pouvez développer une application en Rust et la compiler pour générer du WebAssembly que vous pourrez ensuite utiliser dans votre navigateur. J'ai l'impression qu'on sera de nouveau davantage, quand on est simple, entre guillemets, web développeur, qu'on aura plutôt, nous, à utiliser des composants créés par d'autres personnes, que ce soit des utilitaires, développés en Rust, TurboPack et autres, et qui va peut-être se passer la même chose avec... J'ai pas l'impression que le développeur web est la cible du langage Rust et qu'il utilisera plutôt des composants développés par des développeurs Rust qui ont un passé C++. Mais c'est peut-être que je me fais une fausse idée, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'expérience aussi bien en C++ que Rust. Pour le reste, je trouve que le temps libéré à ne plus courir après trop de framework front, ça permet de consacrer enfin davantage de temps sur du vanilla JavaScript ou TypeScript, donc d'en consacrer bien davantage, d'atteindre un niveau plus avancé dans certains frameworks, et notamment sur tout ce qui est CSS pur, sans passer forcément par des frameworks comme Tailwind ou Chakra, il y en a tellement. C'est quand même fou quand on voit ce qu'il est possible de faire avec du CSS, que s'agisse d'animation, de mise en page, de tout ce qui est responsive, pour obtenir un site qui s'affiche bien sur des tablettes, des smartphones, des télévisions, donc différentes formes facteurs, comme on dit, donc différentes tailles d'écran. Et je me suis rendu compte quand même en post, notamment quand vous travaillez en collaboration avec des gens du marketing, c'est quelque chose auquel ils sont très attachés, finalement, à l'aspect de votre application, et que parfois en tant que dev, on a tendance à passer ça, je dirais pas par-dessus la jambe, mais à passer moins de temps que ce qu'on pourrait. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de facilité aussi d'interaction de JavaScript vers les CSS ou des CSS vers JavaScript. Donc ça permet d'avoir une certaine puissance, un certain contrôle et des connaissances qui sont moins soumises à l'obsolescence. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ciblez pour 2023. Et bon, puisque au moment où j'enregistre, on est encore en janvier, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Et à bientôt.